Chers auditeurs, auditrices, salut. Ça fait plaisir de vous rencontrer en ligne. Et merci de votre abonnement à notre plateforme Options pour la vie, notre conversation hebdomadaire. Nous avons la joie d'être avec Germain Clairvaux de Haïti et Sané Barouende de Burkina Faso. Ils vont nous parler de questions de leaders noirs dans la construction des États en Afrique et dans les Caraïbes. N'hésitez pas de leur envoyer des questions en ligne. Pour commencer, y a-t-il des modèles, des personnalités noires qui ont tenu les indépendances en Afrique et qui sont-ils? Monsieur Sané. Eh bien, merci bien. Salut à tous ceux qui nous écoutent. C'est un réel plaisir pour nous de revenir vers vous pour parler aujourd'hui des grandes figures des indépendances africaines. Je dirais, en général, les indépendants sont parvenus en Afrique entre 1958 et 1960. La majeure partie des pays africains ont acquis leurs indépendances en 1960. Il y en a qui l'ont acquis un peu avant. Mais disons que les grandes figures panafricanistes qui ont poussé à cela, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on a eu des gens comme Wenzé Coulibaly, Houphouët-Boigny, Senghor. Au niveau de l'Afrique centrale, les grandes figures étaient par exemple Patrice Lumumba. Vers l'est de l'Afrique, on a eu les Jomo Kenyatta, Julius Nyerere, etc. Alors, ces grandes figures, et un peu vers le sud, il y avait toutes ces grandes luttes-là avec l'apartheid au niveau de l'Afrique du Sud. Et avec le monde anglophone, c'était encore beaucoup plus compliqué. Mais c'est une question assez vaste. J'aimerais pouvoir davantage me focaliser sur mon pays, le Burkina Faso, en termes d'indépendance. Alors, le Burkina a acquis son indépendance en 1960 avec comme premier président Maurice Yamogo. La lutte a été menée par Wenzé Coulibaly, mais c'est avec Yamogo qu'on arrive vraiment à l'indépendance. Mais entre 1960 et 1983, l'indépendance au Burkina Faso était beaucoup plus théorique que réelle. Parce qu'en réalité, ce n'est qu'en 1983, avec le président Thomas Sankara, que le Burkina Faso connaîtra une réelle indépendance, une véritable autodétermination pour pouvoir s'afficher sur le plan international. Merci Sané. Concernant le Caraïbe, Germain, quelles sont les icônes de l'indépendance au Haïti? Merci Dorian et salut Barouende et salut tous ceux qui nous regardent. Pour la Caraïbe, c'est un peu vaste. Si on prend la Caraïbe avec toute la zone de l'Amérique du Sud, nous sommes en Haïti le deuxième pays indépendant après les États-Unis d'Amérique. Après, tous les autres pays viennent après Haïti. Mais nous retenons des figures assez intéressantes, à savoir dans la Révolution haïtienne surtout, mais aussi dans la Caraïbe, que nous pouvons dire par exemple Dessalines, Toussaint Louverture, Henri Christophe, Pétion, mais aussi une figure assez prominente dans toute la Caraïbe, un peu en Amérique latine, c'est Bolivar. Mais moi, je vais me focaliser spécialement sur les figures haïtiennes. Normalement, la révolution a commencé en 1789 avec Toussaint en tête. Toussaint a été expulsé en France, là où il sera mort au fort de jour, dans des conditions un peu regrettables. Mais les esclaves vont continuer, donc Dessalines va prendre la relève. Dessalines va conduire jusqu'à 1804, nous aurons notre indépendance. Dessalines, c'est une figure vraiment intéressante pour nous, comme dans notre indépendance en Haïti. Dessalines, on va assassiner Dessalines en 1806, juste 2 ans après l'indépendance. Et c'est de là que le pays va être divisé. On va avoir le Royaume du Nord et la République du Sud qui va être dirigé, le Royaume du Nord par Henri Christophe qui va se proclamer roi. Et le Sud va être dirigé par Pétion. Et de là étant, je pense que ces figures-là
et marque l'histoire d'Haïti. Parce que jusqu'à présent, on ne peut pas parler de notre histoire sans parler de ces figures. Très bien. Haïti a été deuxième à être indépendant après les États-Unis d'Amérique. C'est remarquable ça. Je suis curieux de savoir justement ce que cette grande figure de Saline a eu à faire au niveau de Haïti. Oui, justement, que telle personne, telle œuvre, telle personne, quelles sont les œuvres capitaux, quels sont les actes qu'ils ont posés sur le combat de l'Afrique? Bien, au niveau de l'Afrique, hein, Thomas Sankara est la grande figure de l'Afrique de l'Ouest. Et je crois que nous sommes 33 années après son assassinat le 15 octobre 1987. Mais il est toujours en train d'animer la conscience aussi bien des Burkinabés que de bon nombre d'Africains. Alors, qu'est-ce que Thomas Sankara a fait? Qu'est-ce qu'il a réalisé comme action? J'aimerais me focaliser sur 3 points essentiels. D'abord, sur le plan politique. Alors, il faut dire que, pour moi, aussi bien l'esclavage et la colonisation, ces pratiques ont été les pires manifestations du mal sur la terre des hommes. Ainsi donc, lorsque les pays arrivent à leur indépendance, c'est quelque chose de très capital. Très malheureusement, le Burkina Faso obtient son indépendance en 1960, mais toujours avec un nom colonial impérial imposé par les Français. C'était la Haute Volta. Et le premier acte fondamental que Sankara va poser, ce sera justement de dire au monde entier, et principalement aux colons, le nom Haute Volta manifeste tout simplement la plus grande expression de l'aliénation culturelle, intellectuelle et sociale que nous pouvons subir de la part d'un colon, c'est-à-dire la France. Ainsi donc, porter un tel nom n'a aucun sens pour nous. Ainsi donc, la Haute-Volta va se rebaptiser Burkina Faso, pays des hommes intègres. C'est la signification, pays des hommes intègres. Exact. Quand on dit Burkinabé, ça veut dire homme intègre, homme avec grand H. Et il y a eu des luttes. Hein? Les francophiles ont voulu que nous puissions nous appeler des Burkinais, Burkinaises. On leur a dit non, ce n'est pas du français. On a du respect pour le peuple français, mais nous sommes des Burkinabés, hommes ou femmes Burkinabés. Et pour moi, c'est un acte très capital. Le deuxième acte capital, tout un ensemble d'actes, ce fut l'autosuffisance alimentaire. Alors, imagine que dans l'espace de 4 années, le Burkina Faso parvient à s'affranchir de toutes les souffrances sur le plan alimentaire, sur le plan social, en disant au revoir aux institutions de Bretton Woods comme la Banque mondiale et le FMI. C'est-à-dire que le pays n'avait plus besoin de faire des prêts au niveau de ces institutions, mais en dépit de tout, il parvenait à s'autosuffire sur le plan alimentaire. Et le troisième acte, très capital, c'est sur le plan social. Parce que voyez-vous, après les indépendances, le Burkina Faso était toujours en quelque sorte un véritable réservoir de matières premières. Parce qu'après avoir détruit les fondements socio-culturels du pays, qu'est-ce que les colons ont fait? Ils ont utilisé les voltaïques pour travailler dans les plantations en Côte d'Ivoire, travailler dans les grands travaux de gauche à droite en Afrique de l'Ouest. Et cela avait installé un certain complexe d'infériorité dans le schème mental des hommes de ce pays. Et ce que Sankara a fait, c'est de pouvoir redorer le blason. C'est-à-dire aider les hommes et les femmes de ce pays à être fiers de leur identité, à être fiers d'eux-mêmes. Voilà pour moi les actes clés que cet homme a eu à poser en 4 années de règne. Je dirais beaucoup plus de bonne gouvernance au niveau du pays et surtout de l'avoir aidé à acquérir cette autodétermination pour s'enrichir. Merci beaucoup, Sané. Alors, nous allons sur la troisième question. Aujourd'hui, à Haïti, il y a encore des enjeux politiques, surtout le choix des leaders, la corruption, les injustices sociales. Avec ces icônes des indépendances, quelles leçons à tirer, quel héritage? Nous, peut-être commençons par Haïti avec Germain. Je pense que nos
nos pères, nos ancêtres avaient un rêve. Ils rêvaient d'un pays digne pour ses fils, un pays où on peut vivre avec dignité. Et je crois qu'il faut reprendre peut-être une phrase du premier discours de Dessalines, le 1er janvier 1804, lors de notre indépendance. Il disait « Jurons à l'univers entier, à la postérité, à nous-mêmes, de renoncer à jamais à la France, et de mourir plutôt que de vivre sous la domination, de combattre jusqu'au dernier soupir pour l'indépendance de notre pays. » Super. Mais cet homme-là qui a prononcé ce discours, cette phrase, ce n'était pas seulement des phrases. Il cherchait à implémenter ça dans la vie réelle de cette nouvelle nation. Il voulait une autosuffisance pour ce peuple. Et ce qui fait que Dessalines avait un projet construit sur le collectif. Il priorisait l'économie comme une base importante. Et il a établi une discipline rigide aux travailleurs. Et il a essayé aussi de distribuer des terres aux masses, ce qui va contre les intérêts des privilégiés, des fils de colons. Donc, en 1805, nous avons eu notre première constitution où il était inscrit clairement dans l'article 2, l'esclavage est à jamais aboli. Dans Dessalines, il a dit ça, ce n'est pas seulement pour les Haïtiens, mais pour tous les Noirs qui arrivaient sur la terre. Et il y avait même des esclaves aux États-Unis. Dessalines avait demandé d'acheter les esclaves aux États-Unis. Travailler aux États-Unis. Et on voulait vendre des esclaves à un prix, il voulait donner même plus, parce que pour montrer la valeur de l'être humain. Afin de les affranchir, j'imagine. La façon dont Dessalines a campé la révolution haïtienne, ce n'est pas une révolution seulement pour les Haïtiens, mais c'est une révolution pour l'humanité. Pendant longtemps, l'Occident a essayé de bafouer cette révolution. Et même dans les conditions, après 2 ans, on a pu voir, il a essayé de distribuer des terres et ça va causer beaucoup de problèmes. Le père de la patrie, on va l'assassiner après 2 ans d'indépendance, il n'aura même pas de funérailles. Selon l'histoire, ces morceaux dans les rues d'Haïti. Parce que c'était un complot. Un complot qui, depuis lors, a permis aux puissances étrangères de s'immiscer dans les affaires du pays et qui a retardé le développement, la croissance ou cette vision politique qu'avait Dessalines de distribuer des terres, de faire promouvoir l'agriculture et de créer l'autonomie pour le peuple qui puisse vivre avec la dignité vraiment. Je pense que si nous autres, les Noirs, nous parlons de droits humains, nous sommes encore en train de parler de racisme, donc si cet homme n'était pas mort un peu trop tôt, peut-être qu'aujourd'hui, tous les débats que nous faisons sur toutes ces thématiques-là seraient déjà plus avancés. Parce qu'on a tué le rêve des Noirs à travers Dessalines. Il faut le ressusciter. L'inspiration non pas seulement pour le peuple noir, pour le peuple haïtien, mais pour tous les Noirs. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de ce monsieur, et surtout dans ce que nous vivons dans le monde aujourd'hui. Nous pouvons, nous autres, au peuple noir, continuer à nous inspirer de cet homme, comme Bawende l'a si bien mentionné pour Sankara. Je pense que Sankara peut-être a lu Dessalines ou a connu quelque part Dessalines. Donc, je pense qu'il y a tellement de choses à dire sur Dessalines. Je m'arrête là. Si tu as d'autres questions. Oh, merci. Monsieur Sané, est-ce qu'il y a un mot à ajouter sur le legacy, l'héritage, de leçons de nos pères et mères de l'indépendance? Absolument, absolument. J'aimerais dire à Germain, vraiment, quand ce que tu dis, ça donne la chair de poule. Quand on voit comment ce grand rêve d'indépendance porté par un homme a malheureusement rencontré autant d'obstacles et qu'il va être assassiné après seulement quelques années après avoir remporté autant. Et j'ai l'impression
que c'est le même fléau qui a frappé et qui continue de frapper l'Afrique depuis des années. Imaginez qu'on a eu près de 21 chefs d'État africains qui ont été assassinés ou tués dans des conditions non encore vraiment élucidées. Et j'imagine que dans cette mort de Dessalines également, on peut trouver les mêmes causes. Et j'aimerais dire que ces causes sont liées à quoi? La réclamation de la vraie indépendance, la dénonciation de l'impérialisme de l'Occident, le pillage des ressources de l'Afrique, la quête de la monnaie unique ou de l'union de l'Afrique, y compris la construction des États-Unis d'Afrique qui pourraient intégrer les pays de la Caraïbe. Tous ceux qui ont été assassinés dans le monde noir ont des liens avec ces thèmes-là. Mais ce que moi je garde comme souvenir, ce que je garde comme leçon, c'est le fait que la lutte doit continuer. Nous ne devons pas baisser les bras. Leçon numéro 1, le courage de ces hommes-là, qui avaient du sang comme nous, mais qui savaient réclamer leurs droits. Donc une leçon de courage. Deuxième leçon, à mon sens, c'est la leçon de l'autodétermination face à la dénonciation du mal. Aujourd'hui, l'Afrique souffre parce que les grands décideurs du monde en ont décidé ainsi. Évidemment, nous avons des leaders qui ont leurs faiblesses, mais si au niveau des institutions internationales comme les Nations Unies, comme la Banque mondiale, comme le FMI, l'Organisation mondiale du commerce, etc., s'ils prennent des décisions en faveur de l'Afrique, vous allez voir que beaucoup de problèmes vont se résoudre. C'est parce que l'Afrique est le grenier du monde que beaucoup de problèmes ne sauraient finir. Et je dirais ceci, nous devons garder de nos grands leaders noirs le courage de la lutte. Et nous devons porter le flambeau de cette lutte jusqu'à la transmettre à nos descendants également. Je dirais aussi, normalement, avec la mort de Dessalines, par exemple, c'est dessiner un autre pays. Je pense qu'avec la mort de Sankara aussi, c'est dessiner un autre pays pour le Burkina, non? Donc, manière. Donc, ça veut dire, la lutte, c'est maintenant qu'on va avoir les luttes sanglantes pour le pouvoir. C'est l'éclatement des jeunes nations. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre maintenant parce qu'il faut ressusciter, je dirais d'une certaine manière, dans cette nouvelle génération que nous formons, nous sommes plus conscients de ces réalités. Il faut ressusciter les idéaux de ces gens-là. Il ne faut pas les laisser mourir. Il faut continuer à citer les gens dans nos travaux. Il faut les amener à l'académie pour que les enfants puissent les connaître. Et c'est ainsi que nous ferons justice à ces hommes qui ont été négligés pendant longtemps. Absolument, absolument. Merci beaucoup, merci Bawende, merci Germain, merci nos auditeurs, nos auditrices. Et nous vous invitons à vous abonner sur notre chaîne Options pour la vie et nous continuons notre débat et conversation à la prochaine. Au revoir. Merci Laurent.